Bonjour, Jean-David Chamboredon, président cofondateur d'Isaïe. Isaïe, c'est une initiative qui a une quinzaine d'années, qui a été le fait d'entrepreneurs. L'idée, c'était de faire que les entrepreneurs d'une génération financent les générations suivantes avec l'argent qu'ils ont gagné. Et donc le format d'Isaïe, c'est que c'est une société de gestion classique, agréée AMF, etc., mais qui gère des fonds dont les souscripteurs sont historiquement des entrepreneurs de la tech française. Notre thèse initiale, c'était d'être un fonds à mi-chemin entre les angels et les VC, donc de faire ce qu'on appelle du post-amorçage ou du pré-série A. Ça, c'est resté un track d'investissement pour Isaïe. On est en train de déployer le fonds numéro 3 qu'on appelle Isaïe Venture. Mais on a aussi développé d'autres activités. On a développé ce qu'on appelle Isaïe Expansion, qui est un fonds de private equity, donc capital développement et buyout, qui investit dans des boîtes profitables, donc totalement différent du capital risque. On a ensuite une activité de dette. On a lancé l'année dernière un fonds de dette, de venture debt et de tech mezzanine. Et puis on est aussi délégataire de 2 fonds corporate. Donc on a 2 boîtes du CAC 40 qui nous délèguent leurs fonds capital risque, Capgemini et Bouygues. Et là, c'est dans des logiques de fonds qui sont mondiaux, donc qui peuvent investir dans le monde entier. Et donc ça nous donne une vision plus internationale. Et les pigeons, c'est un phénomène un peu imprévu. Quelqu'un qui s'appelait Cahuzac, qui était ministre du Budget, avait profondément refondu les impôts sur les plus-values et les dividendes, et que cette imposition sur les plus-values mise au barème de l'impôt sur le revenu, ça conduisait à des choses totalement aberrantes dans notre système, notamment à des taux d'imposition supérieurs à 60% pour des gens qui prennent des risques très importants à investir dans les entreprises. Et ça a déclenché le mouvement des pigeons, j'en ai été le porte-parole, et effectivement le gouvernement est revenu dessus, François Hollande est revenu dessus, et au printemps suivant, la loi qui avait été votée en décembre 2012 n'a jamais été appliquée. Mais le mouvement des pigeons a rassemblé cette communauté, a montré qu'elle était très très solidaire, et évidemment ça a facilité la création de la French Tech, parce que tout le monde s'est dit, se mettre derrière une bannière pour montrer que nous on existe, qu'on a un modèle économique différent du reste de l'économie, qu'on a besoin d'une fiscalité douce sur les plus-values, qu'on a besoin qu'il y ait beaucoup plus d'argent et d'épargne longue investie dans notre secteur. Tout ça, il y avait eu une prise de conscience collective, et donc tout le monde assez naturellement s'est mis derrière la barrière French Tech, et le fait que cette communauté ait été mobilisée juste avant par l'histoire des pigeons a sans doute facilité le fait que la French Tech se pérennise comme organisation. Je pense qu'il y a eu de la part des médias et des pouvoirs publics une vraie compréhension de ce que c'est qu'un écosystème d'innovation financé par le capital. Je pense qu'il n'y avait pas un député qui savait ce que c'était en 2010, ou quelques-uns, il y avait quelques exceptions. Évidemment, très peu de ministres ou secrétaires d'État qui avaient compris le sujet. Et donc, effectivement, le mouvement des pigeons, il a permis de mettre en valeur cet écosystème avec des gens qui sont jeunes, qui sont entreprenants, qui parlent anglais, qui vendent dans le monde entier, qui sont ambitieux, qui connaissent un chômage négatif parce qu'on crée des emplois. Et cette nouvelle vague, finalement, elle est devenue connue, visible et même attractive. On a connu un cycle assez fabuleux de 2014-15 à 2022 en France, avec une accélération énorme des investissements dans la French Tech. Investissement par des Français, investissement par des Européens, investissement aussi beaucoup par des Américains. Avant, on fabriquait des grosses PME, maintenant on fabrique des ETI dans la French Tech. Il y aura évidemment des boîtes qui vont être frappées par le retournement de marché, qui ont du mal à trouver leur modèle économique et qui vont peut-être aller au tapis, mais il y aura aussi des vrais champions. Et c'est ça qu'il faut retenir de la période. Ça va repartir et il y aura une génération suivante qui sera encore plus puissante. Moi, j'ai toujours dit qu'un écosystème d'innovation, ça ressemble à un tas de sable. Et qu'un tas de sable, pour qu'il soit haut, il faut que la base soit large. Et là, la base, elle est beaucoup plus large qu'avant, donc le tas de sable pourra être beaucoup plus haut. Le financement reste un sujet. On n'a toujours pas d'épargne longue française capable de backer la tech. Et donc c'est un vrai souci, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut toujours parler de souveraineté. Quand vous n'avez pas le capital, vous n'êtes pas souverain en réalité. Donc ça, c'est un vrai problème. Et le deuxième problème, lui, par contre, il sera facile à résoudre. Il est en train de se résoudre, c'est le manque de talent expérimenté. Si vous prenez la génération de boîtes qui ont été créées entre 2010 et 2020,
C'est des boîtes où les fondateurs ont appris à faire des choses qu'ils étaient les premiers à faire. Mais dans 10 ans, il y aura pas mal de gens qui auront participé à des aventures où on amène une boîte de 10 à 50 millions. Donc on aura un pool de gens qui l'ont déjà fait et qui pourront le refaire, qui sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui. La première, elle s'appelle Criteo, parce qu'il faut voir que quand Criteo fait son IPO sur le Nasdaq fin 2013, il n'y a pas un Américain qui vient mettre un sou à Paris. Pas un. C'est le moment des pigeons, et la France est un pays qui taxe tout à 75%, où il n'y a plus d'argent qui vient du tout. Et le fait que Criteo fasse son IPO, et le fait que des Américains gagnent du pognon avec une boîte française, ben ça fait que les mecs reprennent l'avion et reviennent à Paris. Et donc Criteo est décisif de ce point de vue-là. La deuxième, alors c'est évidemment le choix du cœur, c'est Blablacar. C'est la première licorne française techniquement. C'est la première fois qu'une boîte lève de l'argent avec une valeur supérieure à 1 milliard. Et je pense qu'elle a fait rêver beaucoup d'entrepreneurs et qu'elle révèle quelque chose. Elle révèle que d'un business model inventé par des Français, déployé essentiellement en France, peut valoir 1 milliard. Troisième, c'est un peu plus difficile, mais je vais prendre une boîte plus loin de moi. Des boîtes comme DataIQ, des boîtes comme ça, fondées par des ingénieurs français brillantissimes, qui conquièrent le monde, qui deviennent des vrais leaders technologiques mondiaux, dont on oublie qu'ils sont français d'ailleurs parce qu'ils sont plus français du point de vue légal, puisqu'ils ont incorporé le business, flippé le business, etc. C'est sans doute des modèles qui sont absolument importants, parce qu'en fait, le monde de la tech, c'est ça, c'est un monde avec des leaders mondiaux. Deux mots, French Tech. French Tech, sans espace.